Bonjour à toutes et tous. Donc, merci de nous rejoindre pour cette Agora du Gard, donc, qui est la troisième Agora dans le cadre de la République de l'ESS et des événements co-organisés par la CRES. Donc, je suis Sandrine Carême, je suis la directrice de la CRES et je vais animer cette table ronde avec l'ensemble des intervenants. Donc, avant de vous les présenter, de leur laisser la parole, je vais simplement vous donner quelques petits détails techniques. Donc déjà vous dire que cette réunion est enregistrée et diffusée en live sur Facebook et qu'elle sera accessible également en replay, notamment pour les participants qui ne pouvaient pas être là parmi nous. Je vous demanderai également, s'il vous plaît, de couper les caméras et les micros. On laissera bien sûr à l'écran les intervenants qui vont prendre la parole successivement. Bien entendu, si vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas à le faire par le biais du chat. Voilà, je vois que pas mal d'entre vous déjà nous disent bonjour, donc bonjour vraiment à tous et merci de nous rejoindre et merci de vous présenter également et n'hésitez pas à poser vos questions par cet intermédiaire. Donc j'espère que en tout cas vous allez tous et toutes très bien. La période est un petit peu compliquée. Nous avons souhaité maintenir ces réunions à distance. Alors bien sûr, nous sommes tous dans des endroits très différents. Nous ne sommes pas tous, en tout cas, sur le Gard. Il y a plusieurs personnes de la CRES qui sont là avec nous et que vous verrez peut-être ou vous identifierez leur nom. Donc Laurent Bastide est l'adjoint de la CRES qui a organisé cette réunion. Camille Fousseret et Rally Mirabaille qui sont les chargés de communication et qui se chargent d'animer, d'enregistrer, de faciliter cette agora. Donc, on est ensemble pour 1h30. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants. Donc, en introduction, je passerai la parole aux représentants de la CRES, donc nos administrateurs ici présents. Donc, Monsieur Denis Verdier, qui est vice-président de la CRES Occitanie, et Gérard Gallet, qui en est son trésorier. Je remercie également nos élus qui ont accepté de participer à cette agora et qui viendront également témoigner. Donc, merci Bérangère Noguier, qui est conseillère départementale au conseil départemental du Gard, donc déléguée à l'ESS, et monsieur Cyril Laurent, qui est conseiller à l'ESS au sein d'ALS Agglomération. Je remercie également Daoud Bellaroussi de la MIES 30, donc partenaire ESS de la CRES sur le territoire du Gard. Et également donc nos entreprises témoins, donc j'espère n'écorcher aucun nom, donc Gérard Quittard, administrateur de la Banque alimentaire du Gard, Françoise et Jean-Pierre Denis, co-gérants de la SCOP Design a New Steel et la SCOP Ordi Solidaire, donc Benjamin de Seninck. Donc merci à vous. Les grands principes aujourd'hui, c'est bien sûr d'échanger sur le vécu de cette année 2020 qui a été très particulière pour toutes les entreprises et également, bien sûr, pour nos entreprises de l'ESS, que ce soit les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives et les entreprises commerciales de l'ESS. Et puis, reparler aussi de notre rôle dans le cadre de ces transitions écologiques, économiques et sociétales. Donc, je vous propose de laisser la main à Monsieur Verdier et Monsieur Gallet qui vont s'exprimer en introduction de cette agora. Bonjour à tous, merci de cette introduction, mais moi je veux faire une intervention plus stratégique, politique. L'économie sociale et solidaire a besoin de s'exprimer dans une période terrible pour le pays, avec les conséquences que l'on sait, notamment sur le plan social et sur le plan économique. Alors l'ambition dans la CRES est de faire remonter sur le plan national, parce que c'est la Chambre de l'économie sociale et solidaire qui l'a souhaité, en clair a souhaité, dans le cadre d'une démarche, la République de l'économie sociale et solidaire, d'affirmer un certain nombre d'orientations qui consistent tout simplement à dire que plus rien ne doit être comme avant, que ce que l'on est en train de vivre et ne pas que le fait du hasard, et que nous avons besoin de faire un certain nombre de propositions dans les réflexions qui sont en cours, qui sont d'autant plus en cours qu'on va rentrer dans le pays, Dieu merci, c'est la règle démocratique, vers des élections importantes au plan local, mais aussi dans 18 mois au plan national, et que l'on a besoin, nous en avons le sentiment,
de faire remonter un certain nombre d'idées. L'économie sociale et solidaire a besoin de s'exprimer de telle sorte que, encore une fois, dans le débat, on puisse dire un certain nombre de choses. Alors, le mot agora, chacun le sait, en Grèce, c'est la place publique où l'on s'exprime. En fait, nous, alors on n'est pas tous du Gard, mais c'est le Gard qui, en termes d'économie sociale aujourd'hui, doit s'exprimer. On aurait pu, parce que la romanité est forte, parler aussi de forum, mais on ne va pas philosopher sur cette question des mots. On va plutôt essayer, je le répète, de faire remonter un certain nombre d'idées fortes. Dans le Gard, l'économie sociale et solidaire, c'est évidemment très important, puisque nous avons près de 28 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec un nombre d'emplois conséquent. On représente 12% de l'emploi dans le département, ce qui évidemment n'est pas neutre. Et il faut le dire, cette période est très dure, évidemment pour l'ensemble du pays et aussi pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont au combat, d'autant plus, et ce sera dit au cours tout à l'heure des interventions, d'autant plus que la pauvreté dans ce département aussi progresse, liée évidemment à cette crise du corona. Mais au-delà de ça, justement, on est on dépasse la seule question du diagnostic, mais on veut essayer de faire remonter un certain nombre de propositions, je le disais tout à l'heure. Et ce que nous avons proposé, c'est justement qu'il y ait deux thèmes essentiels sur lesquels nous pourrions débattre. C'est tout d'abord l'économie sociale dans la transition écologique, économique et sociale. C'est ce que j'évoquais, en l'occurrence, comment fait-on pour que après soit mieux qu'aujourd'hui ou hier, et comment fait-on pour que l'on puisse progresser. Nous avons des choses à dire, nous savons entreprendre différemment, nous mettons au cœur de la gouvernance les femmes et les hommes qui doivent être des responsables. Nous savons aussi, dans le fond, mieux partager les profits. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'une première table ronde aussi doit travailler. Il y a une deuxième série qui est importante, c'est la question du système alimentaire. C'est important parce que, bien sûr, c'est fondamental, notamment dans une démarche d'aller vers plus de respect environnemental, dans une démarche plus durable, de telle sorte qu'on puisse évidemment à la fois combattre ce qu'il est convenu d'appeler le changement climatique, mais qu'au-delà, on soit plus respectueux, y compris pour ce qui est de la sécurité alimentaire. Il y a une table ronde, deuxième table ronde, et je pense qu'autour de ces deux tables rondes, on doit pouvoir, surtout après les interventions des uns et des autres, essayer de tirer la synthèse et pouvoir contribuer à la République de l'économie sociale et solidaire. Il faut que nous puissions être, si ce n'est entendu, au moins écoutés dans le débat qui va s'ouvrir. C'est une ambition qui est partagée au niveau de la CRES et que nous voulons mettre en œuvre. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. J'allais presque vous dire, au travail. Merci beaucoup, Denis, pour cette intervention. Je laisse la parole à Gérard Gallet pour qu'il puisse se présenter et compléter les propos de Denis Verdi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je m'inscris complètement dans les propos que Denis vient de tenir et le préambule qu'il a fait sur la stratégie de l'économie sociale et solidaire. Je reviendrai pour ma part sur l'élément qui a constitué le début de son intervention, à savoir effectivement ce projet de république de l'ESS
qui en fait a vu le jour le 4 mai dernier, à l'initiative du président de SS France, M. Sadier, qui, en quelque sorte, je dirais comme tout le monde, surpris et un peu traumatisé par ce que nous vivions, lançait l'idée de faire en sorte que les jours d'après soient des jours heureux. Alors, ça peut paraître un petit peu présomptueux, et l'économie sociale et solidaire, depuis le temps que toutes et tous nous y militons, nous savons que c'est une école d'humilité. Nous ne sommes pas des gens présomptueux ni orgueilleux, et cette humilité, en fait, nous allons essayer tous ensemble, à l'aune effectivement à l'aube des grands rendez-vous démocratiques que Denis a évoqués, de constituer une sorte de livre blanc auquel tous les citoyens de la République française seront invités à participer, qu'ils soient ou non militants de l'ESS d'ailleurs, peu importe, au contraire, sachant que globalement, rares doivent être les citoyens qui n'ont pas au moins un petit lien avec une des composantes de l'économie sociale et solidaire, fût-ce le monde associatif, le monde coopératif ou le monde mutualiste. Alors, il est évident que dans ce concept de république, de l'ESS, il y a un mot qui résonne particulièrement, c'est le mot république. Sachant que le mot ESS est important puisque ça nous concerne, mais ce mot république, or, la république, qu'est-ce que c'est sinon cette trilogie républicaine qui honore les frontons de tous nos édifices et qui est notre quotidien et qui sont effectivement la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, ça peut paraître effectivement surprenant d'utiliser ce vocable de république de l'ESS, mais pour nous, Gardois, ça a un sens. Ça a un sens profond. Pourquoi? Bien parce que le père de l'économie sociale et solidaire, celui qui l'a à la fois théorisé, mais qui en était également un praticien, c'est Charles Gide. Or, Charles Gide est un Gardois né à Uzès au milieu du 19e siècle, ce 19e siècle qui a vu l'émergence de tout ce qui aujourd'hui constitue le socle de notre économie sociale et solidaire. Alors, à l'époque, Charles Gide, qui est le père aussi de l'école de Nîmes, a fondé la République coopérative. Et on voit bien le lien qui s'opère entre cette théorisation faite il y a 170 ans et aujourd'hui le débat dans lequel nous souhaitons nous engager. C'est à la fois rassurant, mais c'est aussi pour nous, Gardois, peut-être l'occasion de raviver les consciences. Denis parlait tout à l'heure effectivement de l'ensemble de ces entreprises qui constituent le tissu de notre économie sociale et solidaire dans le Gard. Et je pense que même si chacun dans ces organisations, quelles qu'elles soient, a le sens effectivement de ce qu'il fait, les responsabilités qu'il y assume, la volonté qu'il a de donner du sens à tout ce qu'il fait, il y a aussi peut-être à certains moments des personnes qui le font assez spontanément sans prendre conscience qu'elles sont les héritières d'un patrimoine qui nous est cher. Et donc, si effectivement, au risque de me répéter, s'il y a un territoire en Occitanie qui peut se targuer de revenir aux sources de ce qui s'est passé il y a 170 ans, bien c'est bien le nôtre. Et je crois que j'ai aucun doute sur le fait que notre engagement aujourd'hui, notre participation, nos idées, tout ce que Denis citait, c'est-à-dire faire remonter tout ça dans un livre blanc qui servira ensuite auprès des politiques à leur dire voilà, nous, membres, utilisateurs, entre guillemets,
de l'économie sociale et solidaire. Voilà cette société à laquelle nous rêvons, mais aussi cette société dont nous voudrions qu'elle soit beaucoup plus reconnue et qu'elle soit beaucoup plus aidée à certains moments, encouragée tout au moins. Voilà. Donc, au plan pratique, le 4 novembre dernier, le lancement officiel de la République de l'AESS a eu lieu. Donc, va se diffuser un lien au sein de toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Chacun aura pour mission de le faire essaimer autour de lui, dans ses environnements familiaux, amicaux, professionnels, enfin peu importe, de façon à ce que l'ensemble des territoires de la République française soient irrigués par ce projet et que chacun puisse y participer dans la mesure où le temps nous permettra d'être a priori efficace, sachant que je dirais la date à laquelle une synthèse devrait être opérée se situe en gros dans un an, c'est-à-dire début de l'automne 2021. Donc vous voyez, ça nous donne du temps, mais il ne faut pas tarder. Et dès qu'on en a la possibilité, dès que ce lien, vous allez l'avoir en votre possession, et bien, je vous invite à en faire bon usage et à le diffuser autour de vous. Voilà. Merci beaucoup, Gérard, pour avoir présenté cette République de l'ESS. Donc, je vous propose, juste après, de l'indiquer, bien sûr, le lien de cette plateforme numérique sur le chat. Comme ça, vous pourrez en prendre connaissance. Nous, on est engagés dans ce projet en tant que CRES Occitanie depuis plusieurs mois. Nous y croyons et nous avons vraiment souhaité, en plus de cette plateforme, nous retrouver aujourd'hui et sur 5 autres territoires sur le principe de ces agoras pour vraiment faire vivre cette République de l'ESS, parce qu'on croit aussi au partage et à la démocratie. Donc, c'est vraiment l'idée de profiter de cette journée aujourd'hui pour échanger sur cette République de l'ESS et sur les transitions qui sont en cours. Merci beaucoup. Je vous propose donc de donner la parole à Bérangère Noguier. Alors, votre micro est coupé. Voilà, si je commence à parler, le micro était, ça ne va pas le faire. Alors, activez mon son. OK, c'est bon, vous m'entendez? C'est très bien, parfait. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Finalement, vous voyez, on trouve des solutions pour pallier aux circonstances qui entravent un petit peu notre façon de fonctionner. Donc voilà, la CRES s'est réinventée en aujourd'hui proposant des choses comme cette visioconférence. Et je vois que vous êtes nombreux à être présents, donc c'est très bien. Un sujet qui me tient à cœur, les sujets… Alors moi, je parle de la transition, puisque pour moi, il n'y a qu'une transition avec des déclinaisons qui sont économiques, sociales, sociétales, environnementales, bien sûr, et démocratiques, parce que le cadre démocratique, il est indispensable pour opérer justement la transition. Et que la transition écologique, qui m'est chère, pour moi, ne peut se réaliser qu'à la condition d'une justice sociale qui lui fait face. La transition re-questionne notre relation à notre environnement, mais ce n'est pas seulement la relation de l'homme à la nature, mais quand on parle d'environnement, moi je serais tentée d'étendre cette définition à notre environnement proche, amical, familial, professionnel, notre sphère d'interaction sur nos territoires. Et c'est bien dans cette transition, elle re-questionne bien finalement notre place d'individu dans une société, dans une république, qu'elle soit la République française ou qu'elle soit la République de l'ESS, et à ce titre-là qu'il faut l'opérer. Pour autant, la crise que nous traversons actuellement a bien montré la difficulté du modèle actuel à s'adapter, à répondre plutôt, parce qu'on avait un petit débat avant d'ouvrir cette réunion sur justement la question de l'adaptation ou pas. En tout cas, on voit qu'il y a une difficulté de réponse et que les structures de l'ESS ont fait preuve d'une formidable résilience, et c'est un peu à l'origine finalement de leur constitution, puisque l'ESS, par rapport à l'économie dite traditionnelle,
re-questionne la finalité de l'économie en disant, nous, on veut répondre au travers de l'économie à un besoin humain, à un besoin de société, et non pas, on n'est pas dans la recherche du profit à tout prix. Et cette transition re-questionne encore plus fortement aujourd'hui avec la situation que nous vivons, cette relation à l'économie et à la consommation. On voit bien que, et tant mieux, les citoyens prennent conscience aujourd'hui, réfléchissent sur la façon dont ils consomment finalement d'une façon individuelle et déconnectée de l'usage social de l'économie première, et veulent et peut-être sont prêts aujourd'hui à entamer une autre démarche, faut-il encore qu'ils sachent qu'il y a d'autres voies possibles. Et c'est bien notre rôle en tant que collectivité, je parle de ma place en tant que collectivité territoriale, puisque je parle pour le département du Gard, c'est bien notre rôle de pouvoir, si on croit que cette transition elle est nécessaire et indispensable, alors c'est notre rôle que de pouvoir faire cette proposition aux citoyens et de dire oui, il y a d'autres voies possibles, il y a une autre voie possible parce que pour moi, le pilier économique de la transition écologique, c'est l'ESS. L'ESS, pour moi, est amené demain à être, alors j'aime pas trop ce mot, mais pour autant, c'est celui qui parle le plus, à être le modèle dominant. Parce que c'est le seul qui est soutenable pour demain, pouvoir avoir une société où on voit bien que tout s'accélère et que si on ne braque pas le volant aujourd'hui, on va dans le mur. Donc, il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit de dire des solutions existent et nous, on essaye en tant que collectivité de rassembler ces solutions. Et alors, j'entendais Gérard Gallet parler de livre blanc. Alors, Gérard, bienvenue, j'allais dire. Je sais que la CRES y a énormément participé et merci encore, mais de ce livre blanc, donc effectivement, on a pu mettre au jour dans le Gard le deuxième livre blanc porté par une collectivité départementale en France et ça a été important. Alors, plus qu'un document lambda de cadrage, on a vraiment déjà voulu faire une concertation parce que l'aspect démocratique, il est indispensable dans tout ça. Et il s'agissait de réunir toutes les bonnes âmes, toutes les bonnes volontés pour dire c'est quoi le SS aujourd'hui dans le Gard ? Quelles sont déjà nos valeurs en commun? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour demain? Quels sont les constats qu'on peut faire? Les constats, c'est de dire comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une économie qui est extrêmement dynamique dans le Gard, extrêmement présente, mais qui est peu reconnue encore, qui souffre d'un manque de reconnaissance. Et c'est là que nous pouvons agir en tant que collectivité. Et toute cette matière-là, on l'a condensée dans un livre blanc avec des actions très concrètes parce qu'il s'agit maintenant de passer justement des discours aux actes et d'être dans des choses vraiment du quotidien, j'allais dire, mais ce qui va vraiment ancrer l'ESS auprès de tous les territoires gardois et de tous les citoyens gardois pour en faire demain une évidence, j'allais dire, dans ce département. Donc, quand effectivement, je crois que ça a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'était Denis, tu y faisais référence, département du Gard qui est particulièrement impacté par la paupérisation. Hein. Voilà, écoutez, voilà, donc le livre blanc, donc, qui certes a souffert un petit peu de la situation dans son avancée, sa mise en œuvre, mais pour autant, comme vous, on va s'adapter aussi à cette situation et on va proposer des rencontres sous une forme dématérialisée à distance au mois de décembre, où on va traiter cette année de la question justement de l'économie de proximité qui est aujourd'hui indispensable à soutenir et à revendiquer, et également de l'accès au numérique parce qu'on le voit aujourd'hui, on est un peu dépendant de nos écrans, mais que ça doit être une chance dont aussi on doit pouvoir se saisir. Merci beaucoup pour ces propos et d'avoir rappelé bien sûr le rôle du Gard et du département en fait en faveur de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que ça fait plusieurs années que l'on travaille ensemble sur ce territoire. D'avoir rappelé aussi la nécessaire reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est aussi pour ça qu'est là ce mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pour accentuer cette visibilité. Merci beaucoup, Madame Languier. Je vais laisser la parole à Monsieur Cyril Laurent de Alès Agglomération. Oui, bonjour. Est-ce que ça passe bien? Très bien. Oui, parfait. Écoutez, tout d'abord, merci.
Merci en particulier à la CRES pour avoir organisé cet événement, en particulier Sandrine et Laurent. Bon, Alès Aglo a un partenariat historique effectivement avec la CRES et avec l'ensemble des acteurs. Peut-être juste pour rappeler un mot, moi je suis donc élu à la ville d'Alès et à Alès Agglomération sur la thématique de l'ESS, également de tout ce qui est lié au vieillissement de la population. Non seulement des sujets d'ailleurs qui sont intrinsèquement mêlés, il y a beaucoup d'actions liées à tout ce qui est accompagnement du vieillissement qui sont liées à l'ESS. Je souscris pleinement à ce qui a été dit par mes collègues précédents, je dirais représentants de la CNES et également Bérangère. Alors peut-être juste rappeler en deux mots très rapidement ce que représente le ESS sur le territoire d'Alès Agglomération, hein, puisque c'est un peu plus de 500 établissements et c'est en gros correspondant à peu près à 5 000 emplois, 12% du total des établissements, et on est une des collectivités EPCI qui sont parmi les 5 ou 6 de la région Occitanie à être vraiment extrêmement sensibilisés au regard du poids et de la volonté d'accompagner l'ESS sur notre territoire. Peut-être juste également rappeler que la thématique générale, quelle place pour l'ESS dans les transitions écologiques, économiques et sociales, et cette agora se passe au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est traditionnellement le mois de la mise en valeur des initiatives de l'ESS. Je pense qu'on a un peu tendance actuellement à le mettre peut-être un peu en deçà, puisque l'actualité sanitaire fait que. Et moi, je suis ravi que cette agora se passe dans le Gard au mois de novembre, puisque ça fait partie des actions qui permettront de mettre en valeur l'ESS sur nos territoires. Je fais référence en particulier sur le Gard aujourd'hui. Alors, nous sommes au niveau d'Alès Agglomération, nous sommes déjà engagés dans les transitions écologiques, économiques et sociales. Alors, peut-être un peu sans avoir, je dirais, la prétention de le dire ou de le faire démesurément ou sans mettre l'accent en termes de com. Comme disait Bérangère, il y a souvent un manque de visibilité, un manque de notoriété, de reconnaissance de l'ESS, mais nous, on est sensible à ça et on le fait. C'est pour ça qu'il y a une référence sur la ville et sur la loi à ce titre-là. Je voudrais juste, de manière très pragmatique, moi je suis représentant d'une collectivité locale, pour mettre en avant les quelques actions qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles on est pleinement dans la thématique de la transition, qu'on faisait déjà un peu timidement et qu'on renforce sur ce mandat. Je dirais le premier point, la priorité pour nous, et c'est vraiment dans la transition économique et sociale, qu'est-ce qu'il y a au cœur? C'est l'humain. Je dirais, il faut quand même le rappeler, c'est le fondamental, je dirais, de nos attributs ESS, et c'est également le fondamental de nos actions et qui nous pilotent. Donc, comment, dans ce cadre-là, nous, dans notre transition globale, mettons-nous en place nos actions? La première, c'est de continuer à favoriser l'emploi. Denis l'a précisé, et Bérangère a insisté aussi, l'ESS, comme l'ensemble du secteur économique conventionnel, est quand même bousculé dans notre département, y compris au niveau régional et national, bien sûr par cette crise sanitaire entre autres, mais là en tout cas ça l'a mis en exergue. Donc l'objectif c'est bien de continuer à favoriser l'emploi et on a développé depuis quelques mois maintenant une initiative dans le cadre notamment de territoire zéro chômeur, qui est un sujet qui nous tient à cœur, où on est en train de créer une entreprise à but d'emploi en expérimentant dans ce processus territoire zéro chômeur EBE sur le territoire de Saint-Jean-du-Gard, hein, qui est un bassin d'emploi relativement important de notre collectivité. Donc on expérimente, on développe ça, on le fait d'ailleurs avec l'appui de l'incubateur régional Alter Incube. On tient vraiment à garder cette dimension-là, un travail multipartite avec les acteurs. Donc on développe cette démarche BE et moi je pense que ça va être un des projets phares de ce mandat, montrer que ça marche, que ça peut marcher. L'idée peut-être étant ensuite cette phase d'expérimentation sur un territoire, peut-être de voir si on ne pourrait pas le développer sur d'autres territoires, je dirais d'Alès Agglomération ou d'autres bassins d'emploi d'Alès Agglomération. Mais vraiment l'idée c'est déjà de le tester, d'expérimenter en accord notamment avec la mairie et l'ensemble des acteurs sur Saint-Jean-du-Gard, que je salue au passage et s'ils nous suivent. Il y a un autre point qui nous tient à cœur sur lequel on a été pionnier en région, j'allais dire Languedoc-Roussillon, il faut que je garde maintenant le vocabulaire Occitanie, mais je dirais d'abord Languedoc-Roussillon puis Occitanie. Et ça, Laurent nous a aussi beaucoup accompagné, Laurent Bastide, c'est la systématisation de la clause d'insertion dans les marchés publics. Donc ça, à la fois, je dirais, sur la collectivité Alès Agglomération, mais sur l'ensemble des structures liées. Hein, je fais référence au bailleur social Logis Cévenol, qui est très sensible à ce sujet. Je fais référence à l'ensemble de la palette des outils de la collectivité, Alès Myriapolis, la maison d'emploi, la mission locale, tous ces j'aime pas l'expression satellite, c'est pas un mot très gracieux, mais toutes ces structures qui sont liées à la mise en place et au déploiement de la politique publique d'Alès Agglomération sont sensibilisées à ces deux sujets, que ce soit le BE au niveau d'Alès Myriapolis, la mission locale, la MDE, ou également tout ce qui est lié à la systématisation. Le mot systématisation est important puisque c'est vraiment systématique de la clause d'insertion dans les marchés que nous lançons au niveau de la sphère publique locale. Il y a un deuxième point qui me tient à cœur et je tiens à le partager avec vous, c'est que Denis a insisté en début de propos sur le local. Bérangère a aussi beaucoup insisté sur le local. Nous sommes une collectivité locale en tant qu'EPCI
Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de contribuer encore à valoriser, on l'a toujours fait, mais on tient à le renforcer sur ce mandat, à travailler sur le local, sur les ressources locales, sur les atouts locaux qui composent le territoire d'Alès Agglomération. En particulier, nous sommes en train de lancer, puisqu'on est en pleine phase de questionnement de la population sur les méthodes collaboratives qui sont un peu le fer de lance et l'image, j'allais dire presque l'ADN de cette collectivité depuis un certain nombre d'années. Sur les démarches collaboratives, nous sommes en train de lancer un plan alimentaire territorial. Et dans notre patte, qui sera vraiment l'élément encadrant de notre démarche de valorisation à la fois des savoir-faire locaux en matière de production agricole, de transformation, mais aussi de consommation, de sensibilisation, j'allais dire presque de pédagogie autour de consommer local. Ce patte qui est en cours, le questionnaire auprès de la population est lancé, il sera finalisé pour décembre avec une restitution au cours du premier trimestre 2021 pour que la collectivité puisse proposer de manière très collaborative à travers des ateliers un programme de travail sur le mandat et les suivants, de manière je dirais, à mettre en avant et donc à valoriser nos savoir-faire. Ils sont nombreux. Denis, je dirais, on serait là-dessus, Verdier, un très bon tribun, sont nombreux sur notre territoire en termes de production agricole, de consommation et de transformation. Donc ça, on y tient beaucoup. Ce pacte est lancé. C'est quelque part aussi un indicateur fort du fait que nous souhaitons valoriser le local qui est l'élément de base dans les transitions qui sont en cours et qu'on sent venir, comme l'a souligné ma collègue Bérangère, qu'on sent venir de manière très tangible dans cette phase sanitaire compliquée. Il y a un deuxième point simplement que je voudrais souligner, après je laisserai plutôt la parole au débat et à l'échange, c'est également le fait que nous sommes un territoire particulier à cette agglomération avec une partie, on va dire, un peu plus urbaine sur la ville d'Alès et sur les villes périphériques, et une partie très rurale, notamment qui intègre, je dirais, les Cévennes au sens très large. Et donc là, sur ce mandat, nous avons également l'intention de donner un axe fort sur tout ce qui appuie à la ruralité, à la forêt, avec un investissement très important qui a été réalisé par la collectivité, qui a été décidé, qui va se déployer, très important, je dirais, sur le plan financier, sur les engagements politiques et derrière, qui est de travailler sur l'amélioration, je dirais, de l'exploitation de la forêt, les conditions, les filières identifiées, la mise en réseau et vraiment plus largement un appui à la ruralité. C'est important pour nous, le local passe par le rural. Alès fait 40 000 habitants, c'est une sous-préfecture, je dirais, on est sur de l'urbanité avec les communes proches, mais notre territoire a cette particularité également d'avoir une ruralité forte et très affirmée. Et donc, dans ce cadre-là, je dirais, la gouvernance et l'ensemble des élus de cet exécutif souhaitent mettre en avant également cet appui à la ruralité, et notamment à la forêt, qui est un élément également fort de l'identité cévenole. Donc voilà, c'était vraiment les deux points sur lesquels je soulignais. L'humain restera au cœur de nos priorités. Et je dirais, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille, notamment pour l'emploi et pour favoriser l'emploi dans les secteurs au sens très large. Et deux, c'est vraiment le fait que tant notre projet de territoire que les préconisations du livre blanc qui a été piloté par ma collègue au niveau du département font qu'effectivement, je dirais là-dessus, le projet de territoire d'Alès Agglomération met l'accent sur la ruralité et l'appui à la ruralité, qui a été adopté en 2018, un peu même en anticipation de cette crise sanitaire. Et donc voilà, le PAT, plan alimentaire et territorial, est sorti directement de ce projet de territoire. Et plus globalement, la volonté est vraiment de favoriser au maximum la ruralité et le local plus large. Voilà, je dirais pour moi ce que je souhaitais mettre en avant au niveau des travaux de notre collectivité. Un petit point très pratique, je suis désolé, les conditions techniques dans lesquelles j'interviens sont un peu particulières, puisque comme ma collègue, je suis dans un bureau d'emprunt, puisque je sors tout juste de réunion, donc je me suis placé rapidement dans un bureau et sur mon téléphone. J'espère que malgré tout que mes propos ont pu être entendus, et je suis ravi de partager sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'élu à l'ESS d'Alès Agglomération. Merci beaucoup. Oui, on vous a parfaitement entendu, donc très bien. Merci beaucoup et puis merci d'avoir insisté sur cette notion aussi de territoire. Je crois vraiment que l'ESS a un ancrage territorial fort et que l'ancrage territorial, c'est ce qui est important pour l'économie demain. Donc, merci de l'avoir évoqué. Je vais laisser la parole à Daoud Bellaroussi pour la Mies. Oui, bonjour, j'espère qu'on me voit. Qu'on m'entend. Voilà, j'ai mis le petit logo de la Mies derrière pour bien afficher qui on était. Donc, la Mies, c'est une structure qui est basée à Nîmes, fondée d'abord sur des questions de mutualisation avec des acteurs de l'ESS, notamment dédiés à l'accompagnement des structures. Il y a dans les mêmes locaux une structure d'accompagnement associatif dont je suis le directeur, qui est la SEGA. Il y a une structure bien connue à Alès
qui s'appelle Mine de Talent, qui a son bureau nîmois. Il y a l'ERDI, qui est le financeur solidaire de bien connu aussi dans les milieux ESS. Et donc, toutes ces structures et d'autres ont d'abord partagé un projet autour de l'ESS, parce que effectivement, on ne pouvait pas concevoir d'être une structure d'accompagnement ESS sans mettre en œuvre des points forts, des principes forts de l'ESS, le collectif, la mutualisation, le partage. Et donc, c'est à partir de ces données-là qu'on a commencé à travailler. Et très vite, on a travaillé sur des questions de mutualisation de moyens. Finalement, il y a deux axes pour présenter la MIES. Il y a un axe mutualisation fort, mutualisation de moyens, mais aussi mutualisation d'emploi. Je crois que le mot a été employé plusieurs fois. L'emploi, c'est quand même 12% sur le Gard. Et ces questions d'emploi traversent un petit peu fortement les projets ESS. Et ce n'est pas par hasard que, par exemple, dans notre collectif, il y a deux groupements d'employeurs, un dédié à l'IAE, l'insertion par l'activité économique, et un plus généraliste qui s'appelle Partage 30 et qui travaille notamment beaucoup avec les associations en QPV. Monsieur Laurent parlait de la ruralité. On a aussi beaucoup de quartiers prioritaires et avec des difficultés spécifiques. Et l'ESS est très active sur ces quartiers-là. Et ces quartiers-là et ces associations-là, ces structures de l'ESS ont besoin de mutualiser leur emploi. Et donc, parmi les ressources dont on dispose, les questions de groupement d'employeurs et de mutualisation de l'emploi sont très forts. Enfin, pour finir de présenter la MIES, je dirais qu'un autre axe fort, c'est la mise à disposition de ressources aux acteurs de l'ESS. Alors, quand on parle des acteurs de l'ESS, nous, on a deux publics. Les publics de créateurs, ceux qui souhaitent s'intégrer, travailler, créer dans l'économie sociale et solidaire. Vous savez que c'est une tendance forte, notamment chez les jeunes étudiants, plutôt que d'aller dans des écoles, sortir des écoles de commerce, plutôt que de créer des entreprises classiques. On rencontre beaucoup de jeunes qui souhaitent plutôt créer des structures de l'ESS pour être en accord avec des valeurs, être en accord avec des pratiques plus respectueuses de l'humain, ça aussi, ça a été dit. Donc, ce public-là, il a besoin d'être accompagné. Alors, il y a effectivement un certain nombre de ressources qui existent et qui ont besoin aussi d'une meilleure lisibilité. C'est pour ça qu'on souhaite de plus en plus être un nœud d'information et d'accueil de ces structures-là pour pouvoir les orienter encore mieux que ce que c'est fait aujourd'hui sur la meilleure ressource d'accompagnement. Alors, il existe des choses, je vais les citer pêle-mêle, mais il y a Alter Incube qui a été cité, qui est basé à Montpellier, qui a été cité par M. Laurent, mais il y a aussi la SEGA. Bon, là, je commence par Charité ordonnée, commence par soi-même. Pour le DLA, il y a aussi l'ERDI, il y a aussi Réalis pour ceux qui souhaitent être hébergés, etc. J'en profite pour dire que le 23 novembre, on fera encore un webinaire toujours dans le mois de l'ESS, toujours avec la CRES, sur les structures et les actions d'accompagnement des structures de l'ESS, où il y aura tous ces acteurs. Voilà, je fais une petite parenthèse, mais notez-la. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Le deuxième public que je voulais aussi mettre en avant parmi le travail que fait la MIES, c'est les acteurs de l'ESS eux-mêmes. D'abord, parce que ça a été dit, les acteurs de l'ESS n'ont pas toujours conscience d'être dans l'ESS. Gérard nous a fait le plaisir de faire une filiation historique de l'ESS. Effectivement, sans aller jusqu'à ce degré de filiation historique, savoir déjà qu'on fait partie
d'un milieu, d'une logique de valeur, etc. Ça permet aussi de faire avancer la cause. Mais aussi, plus concrètement, la Mies fait ce travail-là en complémentarité avec ce qui se fait déjà, de travail sur le réseau. Nous, on travaille beaucoup sur la question de dire la ressource qui manque à beaucoup d'acteurs, c'est cette idée de réseau, d'aller chercher des informations chez des collègues, chez ce qui se fait là peut être transféré chez nous, comment vous faites, etc. Et pour ça, je vais citer 2-3 exemples qu'on met en avant pour aider justement les associations, les structures de l'ESS à réussir cette transition dont on parle beaucoup. C'est l'Ecomentis Club qu'on va lancer avec la CRES sur des thématiques qu'on va travailler, notamment bientôt sur le mécénat de compétences. C'est aussi des choses qu'on fait à la Mies depuis un certain temps, que certains d'entre vous connaissent, qui sont les rencontres entre fondations et associations, 2 acteurs de l'ESS qui se connaissent à travers des dossiers ou des financements, mais qui ne se connaissent pas. Et donc, cette rencontre fondation, cette forme de speed dating, c'est quelque chose qui marche assez bien. On fait aussi un travail d'accélérateur de projet. C'est un accélérateur de projet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée qu'on peut être accompagné collectivement de manière assez intensive par, Monsieur Laurent faisait référence à des méthodes participatives, on est en plein dedans. Et donc, ces accélérateurs de projet, on s'est inspiré du fameux proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant ou éduquer un enfant. Là, il faut tout un collectif pour développer des projets. Et donc, cette idée de faire réseau, et ça renvoie un petit peu, et ça fait le lien entre la thématique, c'est faire réseau, c'est un peu faire république aussi. Ça permet d'être tous ensemble sur ces questions-là. Et la Mies, c'est un peu son ADN. Son ADN, c'est faire un complément avec ce que fait chacun d'entre nous, chacune des structures de l'ESS. Et puis, voilà. C'est vrai que c'est un appui de proximité. Et pour faire le lien aussi avec la thématique du jour, la République commence dans le rural, dans le village, dans les relations de proximité. Même si aujourd'hui, on ne peut pas se rencontrer physiquement, c'est quand même ces liens de proximité qui font que, cet appui de proximité qui font qu'effectivement, on a l'impression, le sentiment, voire la réalité de faire tous partie d'une même économie, une économie centrée sur l'humain, une économie basée sur la question de la démocratie au sens un homme, une femme, une voix. Et on voit bien que dans ce moment, moi je voudrais juste finir par un témoignage d'un milieu que je connais bien, puisque moi je suis directeur de la SEGA et on appuie les associations, on appuie essentiellement des associations, des petites et moyennes associations. Et aujourd'hui, pour le premier confinement et pour le second confinement, on voit bien que, et ça je crois que tout autour de la table virtuelle, on peut tous en témoigner, beaucoup d'associations se sont mobilisées dans l'aide alimentaire, peut-être Gérard en parlera, dans le soutien éducatif, dans le soutien aux familles, dans le soutien à la parentalité dans des moments difficiles, etc. Je crois que ce n'est pas par hasard, c'est une question de valeur, c'est une question d'attention aux autres. Et on les a plus facilement quand on ne recherche pas le profit et quand on recherche plutôt l'humain, une fois de plus, c'est pour boucler que voilà. Et donc, pour moi, ces associations, ces structures de l'ESS, il faut être à côté d'elles, en appui, dans la proximité. Voilà.
Merci beaucoup pour cette intervention, pour avoir rappelé l'importance en fait du réseau et de l'accompagnement. Je voulais en profiter pour vous donner quand même quelques chiffres et qui montrera encore davantage que l'accompagnement, que ce soit par les collectivités ou par les réseaux comme la Mies, sont nécessaires en ces temps où on souhaite bien entendu tous, et on est tous convaincus du rôle important des structures de l'ESS et notamment dans cette transition ou ces transitions. Nous avons reçu les chiffres de l'emploi en fait au second trimestre qui nous ont été communiqués par l'URSSAF. Chiffres en fait qui révèlent une destruction d'emplois de 800 emplois sur le territoire du Gard dans l'économie sociale et solidaire et 5000 au total en Occitanie. C'est plus d'emplois détruits dans l'ESS que dans le privé hors ESS, donc je pense que c'est important de le rappeler. Sans surprise aussi, les secteurs qui sont concernés, le sport, les loisirs, la culture, l'hébergement et la restauration sont les secteurs qui ont le plus souffert. Et parmi ces structures, aujourd'hui, ce sont les plus petites qui ont subi les impacts de la crise. Donc, nous n'avons que ces chiffres du second trimestre, mais voilà, je crains que lorsqu'on recevra les chiffres de l'année 2020, ils ne soient pas forcément très bons non plus avec ce deuxième confinement qui est en cours, même s'il est un peu différent du premier. Voilà, donc c'était aussi pour faire la transition avec les témoignages qui vont suivre. Voilà, on a souhaité aussi faire intervenir quelques entreprises gardoises. Donc voilà, je vais vous laisser bien entendu la parole pour que vous puissiez témoigner à la fois sur les difficultés que vous avez pu rencontrer ou bien sûr, et je l'espère, les adaptations, les innovations que vous avez pu mettre en œuvre pendant cette période. Donc je vais d'abord donner d'abord la parole à Monsieur Quittard de la Banque Alimentaire. Bonjour à tous et à toutes. J'aurais dû commencer par toutes. Très, très heureux de participer à ce… Vous m'entendez là? Oui, très bien. Bien. Merci d'avoir organisé cette agora. Mon parcours militant s'est beaucoup déroulé dans le monde de la mutualité. Et c'est récemment que j'ai intégré le conseil d'administration de la Banque Alimentaire. Et Denis, dans son introduction tout à l'heure, disait qu'il faut être entendu, si possible écouté. Et j'ajouterais, mais je sais qu'il en est d'accord, et puis Daoud y a fait allusion, il faut être aussi connu et reconnu. Et quand nous avons organisé l'année dernière, déjà avec la CRES Occitanie, un après-midi, une petite conférence sur le gaspillage alimentaire, grande a été ma surprise, mais elle n'était que moyenne, que tous mes partenaires, mes interlocuteurs au sein de la Banque Alimentaire ne se doutaient pas un seul instant qu'ils participaient du mouvement de l'économie sociale et solidaire. Et donc, la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui au sein de la Banque Alimentaire, c'est de rétablir la Banque Alimentaire dans son réseau, je dirais, naturel et historique, qui est l'économie sociale et solidaire. Petite boutade, banque alimentaire. Dans banque alimentaire, il y a deux mots. Il y a un mot banque et un mot alimentaire. Quand on prend le mot banque, ben, il fait penser au monde économique. Et quand on prend le mot alimentaire, ben, il fait plutôt penser à la vie quotidienne. Aujourd'hui, il y a 17% de la population européenne qui est concernée par la pauvreté. Pauvreté économique, mais on pourrait y rajouter aussi, et là-dessus on n'a pas de statistiques, la pauvreté intellectuelle ou la pauvreté sociale, l'isolement. La Banque Alimentaire du Gard, elle coche, je dirais, toutes les cases de l'économie sociale et solidaire. D'abord, c'est une entreprise sous le régime de la loi 1901, c'est une association, mais c'est une entreprise à gouvernance partagée, puisqu'il y a à la fois des salariés, ils sont au nombre de 5, des bénévoles, ils sont environ 70, et des associations partenaires. Et cet ensemble-là, aujourd'hui, fonctionne autour de quelques missions que je vais rappeler. La première mission, c'est collecter des denrées auprès de d'enseignes de grande distribution, auprès d'industriels, auprès d'agriculteurs. Il y a eu d'ailleurs un effort qui a été fait, et je sais que Denis y a été associé, avec le MAS des agriculteurs et la région,
Et puis le mécénat, donc collecter. Il faut stocker. Donc pour ça, il faut de la logistique. Et il y a un partenariat là avec Nîmes Métropole sur le site du marché gare à Nîmes. Il faut trier, il faut distribuer, il faut accompagner, il faut former. Et tout ce cycle, aujourd'hui, représente environ 1200 tonnes de denrées distribuées chaque année, qui vont donc aider 21 000 personnes sur l'ensemble du département du Gard. Ça veut dire que là aussi, on coche une autre case, c'est le travail en réseau. Le dispositif de la banque alimentaire, c'est un dispositif de solidarité que j'appellerais multidirectionnel, puisqu'il fait intervenir les collectivités, et je pense singulièrement au CCAS des communes. Il fait intervenir des associations, j'ai fait allusion tout à l'heure, 73 associations dans des domaines très différents, mais qui tournent autour tous du social. Et puis aussi des mécènes et des donateurs. Je voudrais citer ici la Compagnie nationale du Rhône ou GRDF, qui chaque année vont venir aider au financement d'un certain nombre de dispositifs que je pense à des camions ou à des transpalettes. Ça veut dire que l'utilité sociale de la banque alimentaire, dans sa dimension associative, il n'est pas à démontrer. Et par ailleurs, bien évidemment, c'est une structure à but non lucratif, puisque cet ensemble-là tourne autour de la gratuité, que ce soit les denrées, le volontaire ou les administrateurs. Par ailleurs, la volonté aujourd'hui de la Banque alimentaire du Gard, c'est de s'associer, et je pense que c'est intéressant qu'on ait cette agora. Par exemple, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer mon ami Daoud dans les responsabilités qui sont les siennes, de mettre en lien plusieurs acteurs. Parce que nous ne faisons pas suffisamment réseau. Je parle de nous, la Banque alimentaire. Et on est un peu comme souvent, chacun est dans son sillon et ignore un peu ce que font les autres alors que nous sommes dans une même dynamique. Aujourd'hui, la Banque alimentaire du Gard voudrait s'inscrire dans le projet de territoire zéro chômeur, notamment sur la dimension alimentaire. Je disais tout à l'heure qu'il y a 17% de la population européenne qui est concernée par la pauvreté. Les statistiques indiquent que parmi ces personnes concernées par la pauvreté, il y a 69% de femmes qui ont un âge moyen de 47 ans et que 83% d'entre eux sont des demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, on peut considérer que l'économie moyenne que permet l'intervention de la banque alimentaire dans l'approvisionnement des familles représente en moyenne 96 € par mois. Si vous mettez 96 € par mois, multiplié par 21 000 personnes concernées, vous voyez aussi la dimension économie sociale qui est portée par ces quelques chiffres. J'en profite d'ailleurs pour dire que les 27 et 28 novembre se déroulera dans le département du Gard comme dans l'ensemble du territoire national la collecte nationale de la banque alimentaire. Et donc chacun a l'habitude de voir, non pas les gilets jaunes, mais les gilets oranges à la sortie des caisses des grands magasins et des grandes surfaces, mais aussi des moyennes surfaces, pour aller récolter ces denrées auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Alors, vous parliez, Sandrine, des difficultés qui ont pu être rencontrées dans la période où le coronavirus est invité alors qu'il n'était pas convié. La majorité des bénévoles qui sont aujourd'hui des acteurs pour la banque alimentaire, que ce soit dans les associations ou directement sur le site de la banque alimentaire, sont des gens qui, alors j'aime pas trop ce dé, on dit qu'ils sont vulnérables. Alors, ils ne sont pas vulnérables à tout, ils sont vulnérables aux effets de l'âge, parce qu'ils ont 65 ans et plus. Et une des difficultés auxquelles on s'est affronté, c'est que, eh bien, un certain nombre de bénévoles ont dit « Moi, je ne peux pas prendre le risque aujourd'hui, pour ma santé, d'assurer une permanence régulière tant à la banque alimentaire que dans les associations. » Je pense en particulier aux épiceries sociales, à une épicerie que Bérangère connaît bien, qui est la Croisée des Chemins à Nîmes, au boulevard Sergentrière. Eh bien, les bénévoles ont dit ben, on ne pourra pas aujourd'hui continuer à assurer tous les mardis
la vente de produits aux 120 familles. Et à partir de là, il a fallu s'adapter. Alors, ça a été un peu un arrache-cœur, entre guillemets, puisque pour s'adapter, il a fallu, et je pense en particulier aux épiceries sociales, modifier un peu le concept sur lequel nous travaillons. Le concept des épiceries sociales, c'est de vendre à 20 ou 30% du prix marchand des denrées de première nécessité. Mais comme nous ne pouvions pas assurer cette régularité de vente aux bénéficiaires clients, on a donc fait deux opérations. La première, ça a été d'acheter au nom de l'association, et on l'a fait au nom de l'association Épicerie Sociale, mais on aurait pu le faire au nom de la Banque Alimentaire, d'acheter des bons d'achat qu'on a adressés aux personnes bénéficiaires de façon à ce qu'elles ne soient pas privées de cette aide financière pour financer leur panier, si je puis dire, par le fait que les bénévoles ne pouvaient plus venir distribuer, vendre des denrées. Et deuxième adaptation, on a mis en place des colis que les personnes sont venues chercher aux heures et jours auxquels elles venaient auparavant à l'épicerie sociale. Ça, c'est un exemple pour une épicerie sociale qui a dû s'adapter parce que, je dirais, les effets sanitaires du virus étaient là et priver les bénévoles de manière tout à fait compréhensive de continuer leur mission. Et aujourd'hui, notre objectif, ce serait de ne pas s'arrêter à cet aspect distribution de denrées, qu'elles soient gratuites ou vendues à des tarifs préférentiels, mais de rentrer dans des démarches de formation. D'abord de formation à l'écoute, à la rencontre des bénéficiaires de la banque alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'aide alimentaire, c'est un élément de lien social. Je vais élargir mon propos. Quand nous participons aux maraudes que fait par exemple la Croix-Rouge, le fait de la maraude, ce n'est pas simplement d'aller fournir des soupes ou des mandarines ou des viennoiseries à des sans domicile fixe. C'est de créer un lien avec eux. Et tout le monde n'est pas formé à cela. Et donc, on voudrait aujourd'hui faire en sorte que nos bénévoles soient formés à l'écoute. Deuxième formation sur l'hygiène alimentaire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la table ronde sur ce sujet-là. Hygiène alimentaire, sécurité alimentaire. Je pense que là, il y a un travail qu'on devrait engager avec l'éducation nationale pour que la dimension d'information sur c'est quoi, si je puis employer cette affreuse phrase, c'est quoi bien s'alimenter aujourd'hui, c'est quoi l'équilibre alimentaire, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, et notamment les plus nécessiteux d'entre nous, sont en grande déshérence par rapport à la connaissance des critères fondamentaux de la bonne hygiène alimentaire. Le dernier point, et j'en terminerai là, la banque alimentaire existe dans notre pays depuis 35 ans. 35 ans. Et aujourd'hui, c'est 230 millions de repas qui sont servis, entre guillemets, par les banques alimentaires. C'est 2 millions de personnes qui sont accompagnées par les banques alimentaires. Et je souhaite que dans cette république de l'ESS qu'on veut essayer de construire les uns et les autres, eh bien, les banques alimentaires trouvent pas simplement dans le Gard, mais au plan national, qu'elles puissent participer à la dynamique de la République de l'ESS. Et nous voulons, et j'en ai parlé récemment avec le président de la Banque alimentaire du Gard, qui vient de changer, pour faire en sorte qu'au niveau national, les banques alimentaires et l'équipe nationale des banques alimentaires participent, pas simplement parce que le Gard le fait, mais ce n'est pas étonnant que le Gard le fasse, parce que nous avons été précurseurs dans le Gard de bien des choses dans les pas de Charles Gide, et bien que ce signal que la Banque alimentaire du Gard donne à travers l'affirmation de son appartenance à l'économie sociale et solidaire, eh bien, irrigue dans d'autres départements, et en particulier en Occitanie et au plan national. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre témoignage, pour votre engagement, et puis bravo à tous les bénévoles en fait qui sont à votre côté. Je crois que malheureusement l'activité de la banque alimentaire ne va pas s'arrêter parce que cette crise, on le sait, augmente fortement la précarité et les pourcentages que vous donnez qui sont déjà
très important, très élevé, malheureusement, en fait, voilà, risque fort d'augmenter. Voilà. Merci. Sandrine, on a calculé aujourd'hui que habituellement, on collecte chaque année 1200 tonnes de denrées qui vont être ensuite distribuées dans l'année. Eh bien, on a calculé que pour faire face à de nouvelles pauvretés qui apparaissent de manière plus tangible aujourd'hui, je pense notamment à la précarité alimentaire des jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui qui profitaient d'avoir des petits boulots, qui chez Leroy Merlin, qui chez Castorama, qui chez Boulanger, etc., eh bien, ces petits boulots, ils les ont perdus. Et le complément financier que ça leur apportait, eh bien, aujourd'hui, perturbe le financement de leur loyer ou le financement de leur panier alimentaire. Et donc, on a calculé qu'il fallait cette année, et donc c'est aussi un appel à tous les acteurs qui sont autour de cette table ronde, de participer avec les banques alimentaires à cette opération nationale de collecte, parce que c'est plus de 130 tonnes supplémentaires qu'il faudrait collecter cette année pour faire face à ces nouvelles poches de pauvreté que, hélas, le virus a révélées de manière flagrante. Merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Denis ou Madame, je vous propose de vous laisser la parole. Bonjour, donc c'est Jean-Pierre qui prendra la parole. Françoise, elle n'est pas là. Donc voilà, je voulais donc vous exposer un peu notre expérience qu'on a eue lors du premier confinement, parce que notre société, c'est un atelier de confection, donc on fabrique du vêtement à l'origine. Et quand on a été confiné, donc l'atelier est en industrie, on a pu continuer à travailler, ce qu'on a fait. Et voyant qu'il y avait un manque de masques, on a de suite étudié la possibilité de fabriquer du masque. Donc, les premiers jours, on a fait des prototypes, on s'est renseigné un peu sur ce qu'il fallait, et entre autres, on s'est renseigné auprès de l'URSSCOP. L'URSSCOP nous a aiguillé de suite sur la région, qui, elle, nous a donné toutes les informations nécessaires pour que nos masques soient aux normes par rapport à la DGA, tout ça, aux normes des directives interministérielles. Au bout de 2-3 jours, on avait un masque qui était correct, enfin qui répondait aux normes. On a prévenu donc les chambres consulaires comme quoi on était en capacité de faire du masque, et ainsi que l'URSSCOP. Dans la première semaine, on a eu une première commande de 1000 masques par une clinique locale de Nîmes. Donc, on a commencé à mettre du personnel sur la fabrication des masques. Au début, on avait une petite production de 400 masques jour. Et très vite, grâce à l'URSSCOP, on a pu être référencé sur Copadev, et ce qui a fait qu'on a eu des demandes sur le plan national. Et ce qui nous a obligé, entre parenthèses, à s'organiser différemment. Donc, on a embauché 2 personnes supplémentaires au niveau de l'atelier, mais la surface de notre atelier ne permettait pas d'avoir plus de personnes. Mais par contre, on a activé tout le réseau des couturières de Nîmes. On est monté jusqu'à 10 couturières. Mais bon, malheureusement, la plupart n'avaient pas du matériel industriel, ils avaient du matériel professionnel uniquement. Et pour faire les masques, il fallait avoir du matériel industriel, entre des machines. Donc, on a tourné avec 5 couturières supplémentaires qui travaillaient à façon. On avait fait un contrat avec elles. Et on a monté notre production à 2500 masques jour. Et cependant, donc, toute la durée, on a travaillé les masques jusqu'à mi-juin. Le 15 juin, on a fait notre dernière livraison et on a sorti en totalité à peu près entre 70 et 80 000 masques pour la période. Voilà. Mais tout ça, c'est grâce au réseau URSSCOP, parce que les chambres consulaires n'ont pas répondu à notre demande, hein, entre autres. Un peu la chambre des métiers sur la fin qui nous a répertorié, et on a eu un peu de clientèle sur le Gard. Mais sinon, la plus grande partie de nos ventes, c'était grâce à l'URSSCOP. Et voilà ce que j'avais à dire. Donc, en chiffres, ça nous a donné, au niveau de l'atelier, on était 8 personnes qui travaillaient sur les masques. Et au niveau extérieur, on montait donc à 5 couturières supplémentaires. Voilà.
Peut-être une question, si je peux me permettre, c'est Oui, que t'en prie. vous nous dites qu'en fait, voilà, vous avez donné les chiffres jusqu'à mi-juin. Est-ce que cela signifie qu'ensuite vous êtes arrêté et pour quelles raisons? Est-ce que parce que vous êtes réorienté vers vos activités premières ou bien parce qu'il n'y avait plus de demande? Parce que nous, on fait face à cette réflexion au sein de la CRES. On s'est beaucoup interrogé sur le fait que les entreprises de l'ESS ont été extrêmement actives et on était très contents voilà, qu'elle soit présente lorsqu'il y avait besoin de masques. Aujourd'hui, pour nous, il y a toujours des besoins. Vous avez vu, par exemple, hein, je parle des écoles, quand maintenant on doit porter le masque, donc c'est que les achats sont toujours bien présents et on a l'impression que les achats se sont réorientés vers l'export, vers les entreprises habituelles, j'allais dire, beaucoup de ports de masques chirurgicaux et autres. Donc, quelle analyse vous en faites voilà, de votre côté? Alors, nous, à partir du 15 juin, on s'était donné jusqu'à la fin du confinement pour la fabrication des masques. On s'est fait un stock tampon pour pouvoir répondre à nos clients. Donc, on garde ce stock systématiquement. Dès qu'on a une commande, on remonte le stock. On a 3000 pièces disponibles en permanence. Mais ce qu'il y a principalement, c'était notre clientèle habituelle, donc nos petits créateurs qui avaient besoin de leur collection. Et il a fallu qu'on retravaille dur dessus pour pouvoir satisfaire un peu les gens, pour pouvoir leur sortir leur collection d'été qui avait déjà un bon retard. Voilà. Mais sinon, au niveau des masques, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises se sont glissées dans la faille, hein, bien sûr. Il y a eu de l'import, tout ça, et aujourd'hui, on trouve des masques à tous les prix et à une quantité supérieure à la demande. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu désengagé de ça, et surtout, on a énormément de demandes au niveau des vêtements, parce que ça nous a permis aussi d'ouvrir à une clientèle française, oui, une clientèle française plus nationale qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On était connu grâce à notre site internet, mais là, avec les scopes, on s'est ouvert d'autres horizons, et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de demandes sur la confection de collection que ce qu'on avait auparavant. Merci beaucoup pour ces précisions et pour votre témoignage. Je vais donner la parole à Monsieur De Seninck d'Ordi Solidaire. Et puis, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On pourra prendre quelques minutes, bien sûr, pour y répondre. Bonjour à tous. Merci à la CRES pour l'organisation de ce webinaire. On a besoin effectivement de communiquer sur nos actions, sur ce qu'est l'ESS et en quoi, à mon sens, dans une situation de crise, elle constitue réellement une résilience. J'ai tendance à parler également de transition globale. La scope Ordi Solidaire, c'est une scope qui est complètement inscrite dans la transition, dans l'ensemble de ses fondements. C'est d'abord une transition écologique, puisqu'on part du principe qu'on vit sur une planète avec des ressources finies et qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. En France, on a à peu près 20% de personnes qui ne sont pas équipées au format numérique. Donc, on est tombé directement, nous, au niveau du Covid, sur un surcroît d'activité lié aux problématiques de continuité pédagogique. On s'est rendu compte, effectivement, malgré les campagnes qu'on avait pu mener dans le cadre d'Ordi 3.0, pour expliquer qu'on a à peu près 10 millions de personnes qui sont en situation d'exclusion numérique, qui se retrouvent dans des difficultés fortes d'accès aux droits, et on a touché directement les personnes et les enfants dans le cadre de la continuité pédagogique. Donc on est intervenu sur cet axe avec une distribution d'à peu près 200 PC sur le Gard en direction des familles qu'on a pris sur fonds propres, puisqu'on s'appelle Ordi Solidaire et on a gardé sur ses ressources le fait de proposer des ordinateurs à 30 € pour équiper rapidement les personnes qui en avaient besoin. On a mis en place une campagne de soutien pour les exclus du numérique qui est toujours active. Vous pouvez aller la voir sur le site internet ordi-solidaire.fr et je mettrai le lien si besoin. Et au-delà de ça, je pense que c'est intéressant justement de faire un point d'étape sur ce qu'on a vécu et en quoi l'ESS constitue une solution. Ordi Solidaire travaille à collecter des parcs informatiques qui sont mis au rebut par les grandes entreprises, que ce soit des universités, des centres hospitaliers, des grands groupes de presse, de recherche, etc. On propose un service de mise en conformité en direction des grands comptes sur la réglementation générale de la protection des données. On leur assure un effacement garanti et en contrepartie, on arrive à mettre en place une réutilisation des parcs. En France, on jette annuellement 2,5 millions d'ordinateurs à la poubelle.
avec 1,5 million qui sont en état de marche. Le concept de la SCOP, ça consiste à aller chercher ce qu'on considérait hier comme des déchets et que nous, on considère comme des ressources, de les récupérer dans un cadre d'économie sociale et solidaire, puisqu'on a un agrément entreprise adapté, donc on a des personnes qui sont éloignées de l'emploi dans un territoire qui a des difficultés, puisqu'on est basé sur l'ancien bassin minier de l'agglomération d'Alès et les emplois sont importants. Et donc, on a ces personnes qui vont chercher les ordinateurs dans les entreprises, puis qui les auditent, qui les remettent en route, et qui travaillent ensuite à une redistribution en direction des exclus du numérique. Donc, on travaille très prioritairement en open source, puisqu'on est dans une logique où on cherche à dépasser les modèles. Je pense que quand on a des crises, il faut chercher les conditions de la résilience. Les conditions de la résilience du point de vue de la transition écologique, c'est par exemple, puisque l'idée c'est de sortir un livre blanc, de proposer des mesures relativement simples. On est encore dans un schéma aujourd'hui sociétal où on a une obsolescence logicielle. Tous les 3-4 ans, en raison de l'évolution des systèmes d'exploitation, on va jeter des parcs informatiques qui fonctionnent pourtant. On est en capacité aujourd'hui, avec l'open source, les communs, de proposer des logiciels qui sont adaptés aux machines et non plus d'adapter les machines aux logiciels. Ça permet de donner des réponses aux ressources et aux difficultés des pics matières qu'on va avoir d'ici 2020-2025. Ça permet de recréer de l'emploi sur les territoires et ça permet d'équiper des familles qui ne le sont pas. Donc, dans les propositions qu'on peut avoir, effectivement, c'est cette logique de dire, à un moment donné, sortons de l'obsolescence logicielle, adaptons les logiciels aux machines. En réalité, si on regarde au niveau mondial en informatique, on a quasiment produit pour 15-20 ans de ressources informatiques. On est capable d'adapter des logiciels pour les smartphones, on les allège au niveau des interfaces, on les allège au niveau des ressources mémoire. On sait tout à fait le faire, mais on ne le fait pas. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut travailler. On a ensuite une question de résilience économique. On a eu la chance de se développer grâce à l'appui de la région, du département, de l'URSSCOP, de l'ERDI. On a des réseaux de finances solidaires qui permettent d'accéder prioritairement à l'outil de travail. Si on a pu répondre à des demandes d'équipement de famille, de collège pendant cette crise, c'est parce qu'on a un outil de travail qu'on a pu acquérir et qui est aujourd'hui en réserve impartageable à la SCOP. Concrètement, ça veut dire que on a 1500 mètres carrés de bâtiments qui appartiennent à l'entreprise, qui ne peuvent pas être vendus et qui restent comme outil de production. Cet outil de production, aujourd'hui, on l'a construit. On l'a construit sur un parcours de plus de 10 ans maintenant, où on a mis les réserves, les bénéfices en réserve au niveau de la SCOP, ce qui nous a permis de nous développer. La crise, effectivement, économique nous touche. On devrait perdre à peu près 20% de nos fonds propres. Donc, on n'est pas une jeune entreprise, donc on a de quoi résister. Mais par exemple, dans les axes aujourd'hui sur ce qui nous touche au niveau économique, puisqu'on parlait de destruction de l'emploi et de fragilisation des entreprises, je pense qu'on pourrait tout à fait proposer à une gestion intelligente du PGE qui a été proposé aux entreprises, qui est le prêt garanti par l'État. Et on pourrait tout à fait proposer une annulation pour les entreprises de l'ESS dans la mesure où le PGE pourrait être incorporé directement sur des réserves impartageables. Je pense que c'est une condition de résilience des territoires qui est très importante puisqu'en réalité, un des freins à l'emploi majeur sur nos territoires, c'est l'accès à l'outil de travail et le PGE pourrait tout à fait être transformé dans un outil d'abondement aux réserves, notamment pour les sociétés coopératives. On a également une question de résilience sur l'accès à l'équipement. C'est-à-dire comment on organise la solidarité. Donc nous, on y a répondu en tant qu'entreprise. On a des accompagnements qui existent au niveau de collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est 20% des personnes qui sont mises de côté, c'est ce qu'on appelle le quart monde. Et on a des réponses, par exemple, qui sont proposées depuis une dizaine d'années maintenant, essentiellement concentrées sur la médiation numérique. La médiation numérique, c'est un fondamental, effectivement, puisqu'il s'agit d'accès au droit, de permettre aux personnes d'utiliser un ordinateur, de comprendre ce qu'elles font, par exemple, de participer à une réunion comme on a aujourd'hui. Pour autant, on a un facteur limitant qui est celui de l'équipement, pour lequel on n'a pas de réponse. Et je me permets effectivement de profiter de remontées qu'on pourra avoir via
via ces républiques de l'ESS, c'est notamment le fait que le plan de relance qui a été proposé et qui prend en compte la question du numérique reprend les mêmes biais qu'avant. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années qu'on explique qu'on a des personnes qui sont en situation d'exclusion, et ça fait une dizaine d'années qu'on concentre l'offre sur la question de la formation. Alors c'est très bien de se former sur du traitement de texte, sur de la retouche photo. Si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas. Et donc je pense que les interrogations qu'on pose et les réponses qu'on a pu construire au niveau d'Ordi Solidaire, ça a été des questions qui sont aborder les difficultés qu'on rencontre, proposer une résilience, qui est une résilience faite en considérant que les déchets, en réalité, sont des ressources. Considérer qu'à un moment donné, on a capacité à créer des entreprises performantes sur les territoires dans la mesure où on a une logique économique qui est au service de l'humain et du territoire, et on n'a pas besoin d'avoir des dividendes qui repartent à l'extérieur, et donc on réinvestit massivement dans un outil de travail. Et travailler ensuite sur la question de l'inclusion sociale. Quelle société on veut faire? Si à un moment donné, on est en République, on a effectivement une égalité de principe. Et la question, c'est comment on s'organise collectivement, à la fois les acteurs économiques, les collectivités locales, les détenteurs de parcs informatiques aussi. Et une des propositions, notamment, c'est de créer des sociétés coopératives d'intérêt collectif sur la médiation numérique et l'équipement numérique au niveau des départements pour qu'on puisse avoir des boucles vertueuses. Très concrètement, le schéma qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on a une entreprise adaptée qui propose un service de collecte au niveau du département du Gard. On a récemment remporté un marché sur la reprise du parc informatique au niveau du département. On le fait rénover par des travailleurs en situation de handicap et il ne manque plus qu'à boucler la dernière boucle, notamment peut-être dans le cadre du plan pauvreté ou autre, qui serait le rééquipement à partir de ces ordinateurs des personnes en situation de difficulté au niveau du département du Gard. On aurait une boucle très vertueuse et en réalité, effectivement, on est dans la transition et il faut regarder la société qui vient avec un prisme nouveau. Et je pense que l'ESS est un véritable couteau suisse de solutions pour le monde qui vit. Merci pour votre témoignage et pour vos propositions. Sachez que la CRES participe à la cellule de soutien mise en place par le préfet de région et qu'on fait remonter les propositions. Donc, je me suis permise de noter ce que vous nous indiquez. Je pense que ça peut être affirmé, en tout cas, par notre président lors de cette cellule. Donc, un grand merci. On a quelques minutes, donc je peux relaisser la parole à Bérangère Noguet si elle le souhaite pour quelques mots de conclusion, ainsi qu'à nos administrateurs, avant de vous laisser partir, rejoindre vos ateliers. Merci beaucoup. Très honorée à la conclusion. Je trouve que la diversité des prises de parole montre tout ce qu'on veut montrer de l'ESS, c'est-à-dire c'est une grande famille avec des visages différents, mais par contre des paroles qui se complètent et qui vont dans le même sens. Je crois on a vraiment tout intérêt et on le fait. Je crois en tout cas dans le Gard, j'ai vraiment le sentiment qu'on travaille tous de concert, chacun de notre place, mais vraiment en complémentarité, et que ça, c'est très important. Moi, j'ai pu le constater à mon échelle dans la réalisation du livre blanc, où chacun de vous, que vous soyez institutionnel, la CRES, l'Union régionale des SCOP, mais aussi la Banque alimentaire, les collectivités ont été présentes également, et les structures, parce que c'est indispensable qu'elles puissent venir, comme le disait Benjamin, apporter des solutions. Eux vivent au quotidien l'ESS, ils la font vivre plutôt, et ils peuvent aussi rencontrer des difficultés et apporter des solutions très pragmatiques. Donc d'être à l'écoute, surtout, j'insiste beaucoup sur cette dimension démocratique qui, moi, m'est très chère. Et donc on va vraiment essayer de mettre un grand coup d'accélérateur sur la mise en œuvre du livre blanc, avec notamment des points forts, comme la question de la fracture numérique, qui est très importante, d'autant qui devient encore plus urgente dans la période qu'on vit. Mais aussi, moi, j'ai très envie qu'on aille vers les jeunes, parce qu'aujourd'hui, faire connaître l'ESS, ça commence aussi dans les collèges, dans les lycées, puisque c'est notre futur quand même, c'est des futurs, c'est des citoyens, mais qui demain
vont prendre part dans la construction de la société d'un point de vue professionnel. On voit bien que chez ces jeunes, il y a une volonté de faire différemment, mais là encore, il faut qu'on puisse apporter l'éventail de possibilités qui leur est offert, de pouvoir demain penser leur future profession dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de fourmiller un petit peu de partout pour aussi apporter des contenus de formation nouveaux dans ce domaine-là. Donc, on voit que les choses, elles bougent et il faut que nous, en tant que collectivité, vraiment, on les accompagne et on permette à cet essor de se faire le plus rapidement possible parce qu'on voit que parallèlement à ça, notre monde est en train de changer et que ce changement, on doit vraiment l'accompagner dans la bonne direction. Sandrine, si vous voulez, Oui. juste 2 mots. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a eu des alternances, c'est grâce à la démocratie, il faut s'en féliciter en France. On a toujours régulièrement dit qu'effectivement, y compris dans les écoles de commerce, on parle de SARL, de SA, de profit, et on n'a jamais, dans le fond, des cours qui sont sur les coopératives, les associations, etc. C'est catastrophique, y compris d'ailleurs sur le plan local, y compris en agriculture, le lycée agricole, le RODIAP, explique qu'il vaut mieux, etc. C'est assez sidérant. Il y a un deuxième point que je voulais dire rapidement, par rapport à l'intervention de Gérard, qui était particulièrement claire, mais ce n'est pas étonnant quand on le connaît. Par contre, il n'a pas été évoqué une notion qui est terrible du gaspillage, et en particulier le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte qu'il y ait d'abord, c'est un problème aussi individuel, on a tous tendance peut-être à un peu trop gaspiller, poussé par la consommation, etc. Et puis, il y a aussi des excédents qui peuvent faire. Et sur cette notion-là, je pense qu'il y a lieu certainement de travailler. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard. Oh, c'est un sujet qu'on a abordé déjà. Vous m'entendez là, non? Oui. C'est un sujet qu'on a un peu abordé l'année dernière. Moi, je crois que le gaspillage, c'est la face honteuse de la consommation. Et c'est en même temps la résultante de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à l'alimentation dans la formation du citoyen. Jamais à l'école, que ce soit à l'école primaire ou le collège ou le lycée, il y a dans les programmes des éléments qui incitent les gens à mieux percevoir déjà ce qu'est l'alimentation, quels sont les circuits de l'alimentation, de la production à la distribution. Et puis quand on voit aujourd'hui, je vais prendre qu'un seul exemple, hein, mais moi je suis sensible par exemple aux actions commerciales où on dit au lieu d'acheter un pack de lait, vous en achetez 3 et on les met dans un emballage tel que vous êtes obligé de prendre les 3, alors que vous pouvez à la caisse en prendre qu'un seul plutôt que de prendre les 3 et on facturera un seul. Donc il y a une incitation à consommer plus, mais du coup on va au-delà, c'est un exemple un peu trivial, mais on va aller au-delà de la date de péremption du produit parce que la période de consommation des 3 produits, elle sera par définition plus longue que la période de consommation d'un seul produit dans le package qu'on est en train de donner. Donc ça, c'est un vrai souci, mais il y a 25 000 exemples qu'on pourrait prendre. Mais moi, je suis partenaire d'un travail avec l'Éducation nationale pour expérimenter dans les initiatives pédagogiques que l'on introduise la dimension formation simplement à la conduite alimentaire, entre guillemets. Il faudrait avoir un permis de conduire alimentaire. Gérard, si je me permettrais de compléter ce que tu dis, puisque dans les collèges, le département, alors ce n'est pas Éducation nationale, mais le département du Gard, puisqu'on a décidé il y a quelques années de ça, de remettre dans chaque collège un cuisinier ou une cuisinière et d'accompagner ça par des mesures justement d'éducation à l'environnement avec par exemple, et surtout sur la question du gaspillage, avec la question du compostage et donc lié aussi à une dimension environnementale et ça a eu vraiment un impact formidable. On a vu des résultats sur le gaspillage qui a chuté de manière
vraiment exceptionnel. Donc voilà, on peut faire des choses et c'est du concret et c'est très efficace. Voilà. Et j'ai failli à ma mission aussi de rappeler, de faire un peu la promotion de ce que le département va faire pour le mois de l'ESS. Donc juste, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais donc ce sera le vendredi 27 novembre à 17h, donc toujours sous forme de webinaire, la lutte contre la fracture numérique. Le lundi 30 novembre, commerce et circuits courts. Et le mardi 1er décembre, partage d'expérience, donc avec des structures de l'ESS où on va un petit peu voir ce qui marche et ce qui peut-être marche moins bien. Merci beaucoup. Voilà, merci de vos conclusions. Voilà, en plus, en conclusion, vous évoquiez les jeunes, vous évoquez également l'alimentation. Ça prouve qu'on ne s'est pas trompé lorsqu'on a choisi les thématiques de nos ateliers. Donc aujourd'hui même et dans quelques minutes vont démarrer d'ailleurs 2 ateliers sur le Gard. Donc je vous invite à rejoindre. Normalement, vous avez reçu les liens pour celles et ceux qui sont inscrits. Donc une thématique sur la transition écologique et l'autre justement sur le système alimentaire plus durable. Donc, je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre participation, pour vos interventions. Vraiment, merci à vous, entreprises, collectivités et réseaux de l'économie sociale et solidaire du Gard, d'avoir participé avec nous à la co-construction, à l'animation de cette table ronde et de ces ateliers qui vont suivre. Voilà, un grand merci et je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien, bien sûr.